Voilà, donc je vous propose qu'on démarre cette présentation. Donc je me présente, je suis Samuel Blaiseau, directeur de l'instruction à la direction déléguée Europe, région Guadeloupe, et je suis accompagné de Naïma Gombo, qui est notre chef de projet clôture du programme européen FEDER-FSE 2014-2020, et également de Sarah Guillotot, qui est chef de service FEDER-FSE. Voilà, donc cette présentation a vocation, donc dans le cadre de la clôture du programme 2014-2020, cette session d'information a vocation à vous aider à préparer votre demande de paiement de manière dématérialisée en vous présentant l'ensemble des pièces qui sont obligatoirement à fournir et en vous guidant dans la saisie de votre demande de paiement sur le portail e-Synergie. Le portail e-Synergie qui est l'outil métier qui nous permet de réceptionner l'ensemble des demandes de subvention et également des demandes de paiement, mais également qui nous aide à traiter l'ensemble des travaux de certification des dépenses que vous présentez. Donc, une consigne générale, une demande de paiement qui est complète dès le départ, c'est des travaux de certification qui sont facilités et donc un remboursement qui est accéléré. Alors, juste pour rappeler les pièces constitutives de la demande de paiement, en quoi ça consiste? Donc, il nous faut une lettre d'engagement qui est datée et signée avec le cachet du bénéficiaire. Donc, cette lettre d'engagement, elle est disponible et elle est issue directement d'e-Synergie. La deuxième pièce, c'est le formulaire de demande de paiement, de la même manière qui est daté, signé avec le cachet et qui est également issu de e-Synergie. Également le tableau récapitulatif des dépenses en format PDF signé, mais également en Excel. Donc, le tableau récapitulatif des dépenses, c'est toutes les dépenses que vous présentez sur l'opération et pour lesquelles vous demandez un remboursement du FEDER ou du FSE. Le tableau récapitulatif des ressources en PDF signé ou en format Excel. Donc là, c'est si l'opération a des cofinanceurs qui sont prévus. Donc, ce tableau vous permet d'identifier les ressources que vous avez perçues sur cette opération au titre des cofinanceurs. L'attestation de non-double financement pour s'assurer que l'opération ne fait pas d'ores et déjà l'objet d'un financement autre que du FEDER et du FSE. L'annexe indicateur qui nous permet d'évaluer sur la période considérée la bonne réalisation physique de l'opération. Les factures, forcément, pièces probantes qui nous permettent de contrôler la dépense qui est présentée et les pièces de la commande publique. Alors, pour les pièces qui attestent la réalité et les résultats de l'opération. Donc, on entend par ce type de pièces, c'est l'ensemble de les livrables qui sont conventionnés et des pièces qui attestent de la bonne réalisation de l'opération. Des comptes rendus de réunion, des rapports, des études, des photos des investissements qui sont cofinancés par l'Europe. Et pour le volet FSE, la liste des participants et les émargements, le cas échéant. Les pièces comptables et autres justificatifs qui permettent de justifier des dépenses. Donc, c'est des factures, c'est des notes de frais, c'est toute pièce justifiant le rattachement direct de chacune des dépenses à l'opération. Pour les dépenses de personnel, c'est les bulletins de salaire, journaux de paye ou le DADS. Justificatif des primes et des gratifications, par exemple des conventions collectives, des accords cadres, et des justificatifs des indemnités journalières prévues en cas d'arrêt de travail. Donc là, c'est dès lors qu'on a des dépenses de personnel qui sont fléchées sur cette opération. Les pièces qui permettent de justifier l'acquittement des dépenses. Donc, c'est soit l'état récapitulatif des dépenses qui est attesté par tout organisme compétent et habilité. Donc, on va retrouver le commissaire aux comptes, l'expert comptable, ou pour les structures qui sont assujetties à des structures publiques, le comptable public qui va venir certifier et attester du bon versement des dépenses. Soit la copie des relevés bancaires, soit des fiches de paye pour les dépenses de personnel. Pour les pièces qui sont relatives aux cofinanceurs, donc c'est les lettres d'intention de cofinancement ou les conventions des cofinanceurs si ces éléments-là n'avaient pas été produits au moment du dépôt de la demande de subvention. Et c'est également l'état récapitulatif des ressources perçues
attestée par tout organisme compétent habilité. Les pièces, attestant du temps de travail. Donc, c'est soit le contrat de travail, des fiches de poste ou des lettres de mission pour le personnel qui est affecté à 100% à l'opération ou affecté partiellement avec un taux d'affectation fixe, ou les fiches de temps passées sur l'opération, toujours datées, signées par le salarié et son N+1, pour le personnel qui est affecté partiellement avec un taux d'affectation variable. Les pièces de mise en concurrence. Donc là, je vais être assez light dans le sens où il y a un webinaire qui a eu lieu le 13 juin dernier et dont le replay est disponible sur le site Europe en Guadeloupe et donc qui précise l'ensemble de la procédure de régularité de la commande publique avec les pièces qui nous sont nécessaires pour effectuer ce contrôle. Donc, juste pour rappeler globalement pour tout le monde, c'est toutes les pièces et les éléments relatifs au lancement de la procédure de marché public, les pièces relatives au dossier de consultation des entreprises, les pièces relatives à la réception et à l'analyse des candidatures et des offres, les pièces relatives à la signature du marché ou du lot, les pièces relatives à l'exécution du marché public ou toujours du lot, et les pièces relatives aux accords cadres avec des marchés subséquents. On poursuit. Et enfin, les pièces de publicité de l'aide européenne. Donc, juste pour rappel que l'Europe s'engage pour la réalisation de votre projet et donc vous vous engagez à le faire savoir. Donc, vous avez à votre disposition sur le site Europe en Guadeloupe quelques consignes qui sont liées aux actions de publicité qui sont attendues conformément à la réalisation de l'opération. Donc, ça peut être des photos, des CD-ROM, des articles de presse, des copies d'écran de sites Internet, etc. Donc, avant de démarrer la saisie sur e-Synergie, quelques consignes préalables. Donc, vous devez rassembler l'ensemble des éléments nécessaires, donc les avoir sous le coude, à savoir la convention attributive. Attendez, juste là, Juste une minute, on a un petit souci de son juste à côté. Voilà, c'est bon au niveau du son, il n'y a plus de perturbations. Donc, les prérequis pour… Alors, attendez, je reviens juste sur la slide d'avant, parce que je n'avais pas terminé. Donc, vous devez avoir sous le coude l'ensemble des pièces juridiques, à savoir la convention attributive, avec un focus particulier sur la période de réalisation de l'opération, qui correspond à la période d'éligibilité temporelle des dépenses qui sont présentées dans la demande de paiement. Un focus également sur l'annexe technique et financière, donc avec un rappel du descriptif de l'opération. Est-ce que la demande de paiement correspond bien au descriptif de l'opération tel qu'il avait été conventionné initialement? Un focus également sur le plan de financement des dépenses et des ressources prévues sur l'opération. Et focus sur l'annexe indicateur de réalisation. Donc, c'est tous les éléments d'indicateurs qui nous permettent d'évaluer et d'apprécier la bonne réalisation de l'opération. Éventuellement, des avenants qui ont été passés sur l'opération. Donc, ça peut être des avenants de prolongation, ça peut être des avenants modifiant le plan de financement. Et tous les justificatifs de dépenses en format dématérialisé. Parce que tous ces justificatifs vont devoir être rattachés
sur e-Synergie, comme vous allez le constater. Les prérequis. Alors, les prérequis, il faut utiliser un des navigateurs suivants. C'est Mozilla Firefox, la version 38 minimum, Google Chrome, la version 43 minimum, ou Safari, la version 7 minimum. Ne pas utiliser Internet Explorer. Vous devez disposer d'un compte de messagerie pour activer votre compte e-Synergie et recevoir l'ensemble des alertes. Et également avoir la possibilité de numériser des documents. Ça, c'est vraiment les prérequis avant l'utilisation de e-Synergie. Et surtout pas sur le téléphone. Ça ne va pas passer. Sur le téléphone, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est parti et c'est par ici. Donc, là, c'est l'adresse e-Synergie. Donc, vous allez la retrouver dans le support qui sera diffusé. Donc, la première étape, c'est de se créer un compte. Donc, vous sélectionnez le type d'organisation que vous représentez, une association, une entreprise, une entité publique. Ce n'est pas la peine d'utiliser le particulier parce que le programme régional FEDER FSE 2014-2020 ne finance pas d'aide pour les particuliers. Vous avez toujours la possibilité de réinitialiser votre mot de passe en cas d'oubli en cliquant sur le lien mot de passe oublié. Donc, vous renseignez l'ensemble des informations concernant votre organisation, puis celles concernant la partie compte utilisateur en tant que gestionnaire principal. Donc, deux notions. Le gestionnaire principal, c'est celui qui administre l'ensemble des demandes et peut créer d'autres comptes utilisateurs ayant accès à leur propre demande d'aide. Et courriel du compte utilisateur, le courriel utilisé comme identifiant de connexion et pour l'envoi des notifications. Donc, il doit donc être valide et accessible et peut être replacé par la suite par une liste de diffusion. Donc, vous pouvez parfaitement créer une adresse générique pour pouvoir recevoir l'ensemble des informations qui sont liées au compte utilisateur. Voilà, donc là, vous êtes toujours sur l'étape se créer un compte utilisateur. Donc, vous avez sélectionné votre profil, vous êtes une association. Donc, vous renseignez l'ensemble des items qui sont obligatoires. Numéro SIRET. Alors, le SIRET, point de vigilance, c'est vraiment l'élément clé qui nous permet de communiquer entre nous, Synergie, cœur de métier, et e-Synergie sur le volet bénéficiaire et porteur de projet. Donc, les deux doivent être identiques. Donc, il se peut qu'en cours de vie de l'opération, il y ait eu un changement de SIRET. Donc là, vous n'hésitez pas à nous prévenir de manière à ce qu'on puisse faire les modifications nécessaires de notre côté, de manière à ce que vous puissiez retrouver votre opération. Donc, la raison sociale, le courriel, donc c'est ce qu'on précisait tout à l'heure, ça peut être une adresse générique, et le téléphone. Et le compte utilisateur, c'est vraiment la personne qui va être habilitée à saisir l'ensemble des données sur e-Synergie. Voilà, donc on va poursuivre sur le compte. Donc, une fois que le contact principal, le compte utilisateur ici, a été créé, donc il va recevoir un mail de validation qui vous permet de créer votre mot de passe et donc d'activer le compte. Donc, en cas de non-récupération, toujours point de vigilance, vérifiez dans votre spam ou dans vos indésirables. Et à défaut, vous envoyez un mail à l'adresse référent au pluriel.synergie-region-2.fr en précisant le numéro SIRET complet rattaché au compte. Voilà, donc là, vous avez votre compte utilisateur qui a été créé. Donc, vous renseignez votre mot de passe, une question secrète, et vous validez.
Donc, une fois que vous avez créé votre adresse mail et votre mot de passe, donc là, vous pouvez vous connecter à e-Synergie et voilà comment ça se passe. Donc, vous arrivez sur un écran d'accueil. Donc, c'est vraiment un tableau de bord qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble de vos demandes de subventions qui sont en cours, soit de saisie, soit en cours d'instruction côté autorité de gestion, mais également l'ensemble des demandes de paiement qui sont en cours de saisie, donc le mode brouillon, ont déjà été envoyés, qui sont éventuellement à corriger, à savoir que le service contrôle vous a renvoyé la demande de paiement pour apporter des éléments complémentaires, et ainsi de suite. Donc voilà, vraiment brouillon, envoyé, à corriger, instruction, traité ou éventuellement rejeté. Donc vos démarches, donc vous avez la possibilité de créer une demande de subvention. Donc là, on va organiser avec les collègues un webinaire spécifique sur le volet création de la demande de subvention. Donc ça devrait intervenir incessamment sous peu. Donc là, le focus est vraiment sur le volet demande de paiement dans le cadre de la clôture du programme. Donc là, vous faites créer et vous arrivez sur une page pour pouvoir aller récupérer votre opération conventionnée. Donc là, j'ai pris un exemple d'une opération telle qu'agréée. Donc, vous allez il y a un menu déroulant ici, voilà, juste là, et qui permet d'avoir en liste l'ensemble des opérations sur lesquelles il y a possibilité de faire des demandes de paiement. Donc, tout le volet, là, est pré-rempli. Donc, il y a un rappel du programme sur lequel pointe l'opération. Le service instructeur, c'est la région. La codification, c'est l'objectif spécifique sur lequel l'opération s'inscrit. Tous ces éléments-là sont renseignés, le service instructeur, les coordonnées de l'autorité de gestion. Donc, voilà, là-dessus, sur tous ces champs grisés, vous n'avez pas d'intervention à faire. Et par rapport à l'opération, donc c'est vraiment l'ensemble des opérations qu'on vous avez conventionnées qui doivent être sélectionnables. Donc, il y aura l'opération sur laquelle vous devez faire votre demande de paiement. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné votre opération, tout en bas, vous faites valider, tac, et là, vous arrivez sur la création de la demande de paiement en tant que telle. Donc, vous avez une barre tout en haut qui permet d'avoir l'état d'avancement de votre saisie avec la demande, des informations générales, des dépenses réalisées, des ressources obtenues, les indicateurs, le bilan d'exécution et les pièces justificatives. Alors, pensez bien à enregistrer au fur et à mesure. On ne sait jamais s'il y a des micro-coupures et autres, de manière à ne pas perdre l'ensemble des éléments qui sont saisis. Donc là, vous avez un rappel de votre demande, de votre opération, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un rappel du montant programmé. Et la demande de paiement, vous cochez. Soit vous demandez une avance. Alors, avance, le choix, c'est pas en période de clôture du programme, ce n'est pas un choix. Mais par contre, dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027, il y aura possibilité de versement d'avance. Mais là, c'est vraiment la sélection soit d'un acompte, soit d'un solde. Et on pousse vraiment pour les soldes des opérations qui sont terminées. Voilà, donc là, vous saisissez votre demande d'acompte. Voilà, donc là, il y a un rapatriement automatique de l'utilisateur qui a créé la demande de paiement. Donc là, il n'y a pas d'intervention particulière. Par contre, peut-être préciser la fonction. Voilà, est-ce que c'est un agent comptable ou autre? Enfin voilà, qui au sein du bénéficiaire a créé la demande. Le bénéficiaire, donc là, il y a un rapatriement automatique des données du bénéficiaire avec son nom et puis son SIRET. Donc là, pareil, tous ces éléments-là sont repris automatiquement. Et donc, une fois que vous êtes à cette étape-là, d'information générale par rapport à la demande de paiement que vous présentez, on va rentrer dans l'étape 3 des dépenses réalisées. Donc là, en amont, ce qu'il va falloir, c'est renseigner de manière très précise l'état récapitulatif des dépenses que vous présentez en remboursement de l'Europe. Donc, ce document doit être daté, cacheté, signé par le bénéficiaire, contresigné par le CAC, l'expert comptable ou le comptable public. Et il doit être rattaché en format PDF signé et Excel sur e-Synergie. Donc là, c'est de la redite, je rappelle. Bien souvent, les états récapitulatifs des dépenses sont soit signés par le bénéficiaire, mais pas contresignés par l'expert comptable, ou l'inverse. Ou alors, on ne reçoit que la version Excel, mais pas la version signée. Donc là, c'est vraiment des points de vigilance à avoir dès le départ, au moment du dépôt du dossier,
pour accélérer le traitement. Donc, l'état récapitulatif des dépenses, c'est quoi? C'est l'ensemble des dépenses que vous demandez en remboursement de l'Europe. Donc, ça s'inscrit sur une période de réalisation. Donc, attention à cette période de réalisation parce que on est sur l'éligibilité temporelle des dépenses qui sont présentées. Donc, si vous mettez, je ne sais pas moi, du 1er janvier au 31 mars 2023 et que vous présentez des dépenses de décembre 2022 ou de juin 2023, on est en dehors de la période d'éligibilité temporelle, donc ces dépenses, on ne pourra pas en prendre en charge. Donc, soyez extrêmement vigilants. C'est pour ça que rappel sur le focus de la Convention et notamment l'article 2 du délai de réalisation de l'opération. Donc là, vous reprenez dans votre plan de financement l'ensemble des postes de dépenses qui ont été conventionnés, éventuellement des sous-catégories de dépenses que vous retrouvez toujours dans votre annexe technique et financière, les références de l'engagement, du bon de commande, du devis, de la lettre de commande, la date d'émission de la dépense, la référence de la facture ou de la pièce correspondante, l'intitulé de la dépense, qui l'a émis, le montant total hors taxe, éventuellement la TVA, et la récupération totale ou partielle de la TVA. Le montant TTC, le montant éligible de la dépense, éventuellement le montant non éligible, à savoir que vous pouvez avoir une facture avec des dépenses qui ne sont pas liées à l'opération, qui ne sont pas rattachables à l'opération. Donc là, vous pouvez vous-même déduire les dépenses qui ne sont pas éligibles parce qu'elles ne sont pas en lien avec l'opération. Et éventuellement une observation sur la comptabilité de la comptabilisation de la dépense. Les références du paiement, date de paiement, la banque, le mode de règlement, les références du paiement et le montant réellement payé. Et ces lignes-là, vous le précisez pour chacune des dépenses réalisées sur l'opération. Et toujours recoupé par typologie, par grande catégorie de dépenses prévisionnelles. On vous invite également à nous remettre tout ce qui est ligne de dépenses au niveau des factures dans l'ordre que vous les avez donné, car ça facilitera le travail du service de certification. Donc, une fois que vous avez rempli ce tableau récapitulatif des dépenses réalisées, donc là, vous pouvez reporter automatiquement les dépenses réalisées dans e-Synergie. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un plan de financement conventionné. Donc, on a des dépenses d'investissement matériel et immatériel avec des travaux de raccordement. Donc là, vous cliquez sur la petite action qui est tout au bout, la petite croix. Et vous allez ajouter une dépense. Toujours choisir le mode unitaire de la dépense et pas le mode récapitulatif. Parce que toutes les dépenses sont présentées au réel. La date d'émission, donc il y a des champs obligatoires, la date d'émission de la facture, les références de la facture, le nom du fichier contenant la pièce justificative de la dépense. Donc là, de la même manière, soyez très précis dans le libellé de la pièce, de manière à ce que le contrôleur puisse vérifier la dépense qui est présentée avec la pièce justificative correspondante. Qui l'a émis, un descriptif très succinct du type de dépense, le montant de la pièce comptable qui est présentée, le montant éventuellement non présenté, et donc voilà, avec un calcul automatique, montant de la pièce comptable moins le montant de la pièce présentée. Et donc qui calcule automatiquement un taux. Point de vigilance sur la date d'émission de la facture, ça correspond à la date figurant sur la pièce comptable, si le mode notamment pour le mode de saisie en unitaire. La date d'acquittement, elle est à renseigner obligatoirement. Ça correspond à la date d'acquittement figurant sur la pièce justificative. Et les références de la dépense présentée avec le nom de la pièce, comme je le précisais tout à l'heure. Voilà. Donc, l'émetteur, c'est le nom de l'émetteur de la facture ou le nom du bénéficiaire de l'aide pour les dépenses internes, frais personnels ou déplacements. Donc là, c'est voilà, ce que je disais, c'est sur les 1 000 € de pièces comptables, il y a 100 € qui ne sont pas éligibles et pas rattachables à l'opération, donc ils calculent automatiquement le montant réellement présenté.
Voilà. Donc, ce que ça donne en réel. Donc, vous avez pour la catégorie 3 dépenses présentées, le type de dépense, la date d'émission, la date d'acquittement. Donc là, c'est un exemple de référence et de nom de fichier correspondant. Donc, toujours essayer de reprendre la même chose, ça facilite énormément le travail des collègues en charge de la certification. Montant des dépenses présentées. Donc là, c'est un exemple concret de dépenses écartées à l'initiative du bénéficiaire. Et voilà. Et donc, le résultat apparaît ici. Et donc, à chaque fois, il va falloir ajouter la dépense, donc appuyer sur le petit plus pour rajouter chacune des dépenses. Vous avez des infobulles ici qui vous permettent d'avoir des points de vigilance, notamment qui vont vous aider dans la saisie. En plus du guide de la saisie de la demande de paiement sur e-Synergie, vous avez un petit focus spécifique sur quelques conseils. Alors, sur la partie, les pièces, donc sur le téléchargement des pièces. Donc, chaque dépense présentée doit correspondre à une pièce justificative, une pièce probante de la dépense réalisée qui est proposée en remboursement. Donc, vous téléchargez la pièce, voilà, vous allez la chercher directement sur votre bureau ou je ne sais où. Vérifiez bien le nommage de la pièce, qu'elle corresponde bien à la dépense qui est présentée dans le tableau récapitulatif des dépenses. Voilà. Quelques points de vigilance. Le nommage de la pièce doit être le plus court et le plus explicite possible. Il doit correspondre strictement à celui qui est saisi sur l'état récapitulatif des dépenses et sur e-Synergie. Et surtout pas de PDF qui regroupe toutes les pièces comptables. L'individualité de la pièce permet de contrôler plus rapidement la justification de la dépense présentée. La quatrième étape du dépôt de la demande de paiement, donc si l'opération a fait l'objet d'un cofinancement, vous devez au préalable saisir l'état récapitulatif des ressources que vous avez perçues sur l'opération par les autres cofinanceurs. Et de la même manière, il doit être daté, cacheté, signé et contresigné par le CAC, l'expert comptable ou le comptable public. Et il doit être rattaché en format PDF signé ou Excel sur e-Synergie. Donc, l'état récapitulatif des ressources, donc pareil, vous précisez donc éventuellement, s'il y a eu des acomptes au titre du FEDER, vous précisez le montant conventionné, le montant d'acompte FEDER qui a été versé, et puis vous précisez ça pour chacun des autres financeurs publics qui interviennent sur l'opération. Ça peut être l'ADEME, la région, l'État, le département ou autre. Voilà. Donc, sur la partie ressources perçues, donc de la même manière, vous cliquez sur voilà, vous cliquez sur ajouter une ressource supplémentaire avec toujours des conseils d'infobulles en première ligne pour vous accompagner. La date de versement, donc là, c'est la date à laquelle vous saisissez. La date de versement au bénéficiaire, c'est la date à laquelle vous avez perçu le cofinancement. Éventuellement, les références du versement, le montant qui vous a été versé au titre du cofinancement de cette opération, un commentaire et le montant des dépenses présentées, et vous validez. Alors, vous devez renseigner, donc là, c'est vrai qu'on ne le voit peut-être pas beaucoup. Tout en bas de la page, vous avez le montant. Vous avez le montant UE sollicité. Donc, le montant UE sollicité, c'est quoi? Donc, vous devez indiquer le versement FEDER ou FSE que vous sollicitez. Il se calcule de la sorte. Donc, pour un acompte
on va prendre le coût total des dépenses éligibles présentées multiplié par le montant UE conventionné, le tout divisé par le coût total conventionné. Donc ça, c'est pour un acompte. Au titre du solde, c'est le coût total des dépenses éligibles présentées, multiplié par le montant UE conventionné, moins les paiements UE perçus sur le coût total conventionné. Donc, juste pour rappel que ce montant pourrait être revu par le contrôleur dans le cadre des travaux de services faits, notamment pour éviter tout surfinancement et respecter l'intensité maximale de l'aide publique prévue par application des règles en matière d'aide d'État ou tout autre plafond prévu dans la Convention. Bonjour à tous, Sarah Guillotot. Donc, nous allons enchaîner sur les indicateurs. Les indicateurs sont une part essentielle à votre demande de paiement, au même titre que la justification des dépenses. Ça va permettre de rendre compte de manière probante de la bonne réalisation de l'opération et de son effet sur le territoire. Donc, quand vous avez des indicateurs qui ont trait à votre opération, elles sont rattachables notamment à la fiche action sur laquelle pointe votre opération. Donc, en l'occurrence, pour cette opération qui pointait sur tout ce qui était énergie renouvelable, on a par exemple en valeur, vous avez estimé dans le cadre de votre demande de subvention initialement une certaine valeur, vous l'indiquez et surtout, vous indiquez un commentaire pour pouvoir faire trait à cet indicateur qui permet de rendre compte du résultat de l'opération. Bien sûr, vous pouvez ici ajouter une pièce, et nous vous le recommandons, permettant de justifier de cet indicateur. Par exemple, un livrable, un rapport d'activité, quelque chose en fait qui pourra permettre de justifier de la bonne réalisation de cet indicateur. Typiquement, quand il y a par exemple la réalisation de travaux dans le cadre d'une école, ben voilà, le nombre d'élèves qui entrent dans cette école et qui seront mis en sécurité au vu des travaux qui ont permis de prévenir ce risque sismique. Et donc, n'oubliez pas d'ajouter la pièce qui permet de justifier cela. Alors, au niveau des indicateurs, vous avez également une annexe à nous remplir, qui est un document qui doit être également signé et daté par le porteur. Alors, nous avons une autre phase qui s'intitule le bilan d'exécution. Il s'agit de rendre de manière qualitative la bonne réalisation de l'opération. Donc, pour cela, ça va permettre de vérifier si les résultats ont été atteints, s'ils sont conformes à l'opération qui a été programmée et donc conventionnée. Et est-ce qu'il est vérifié, effectivement, s'il y a eu des écarts entre ce qui était annoncé initialement et ce qui a finalement été réalisé, à la hausse comme à la baisse. Ce bilan d'exécution permet non seulement de rendre compte de la période d'exécution sur laquelle s'est étalée votre opération, et ça, nous vous recommandons de vous référer à votre convention, voire les avenants, pour être bien dans les dates d'éligibilité temporelle qui ont été conventionnées. Il permet également de faire le constat de la bonne réalisation, comme je vous l'indiquais juste avant, avec le respect du calendrier, respect des objectifs que vous nous aviez annoncés et respect des livrables qui ont trait à la bonne réalisation de l'opération. Donc, par exemple, vous aviez indiqué qu'il y aurait un document qui permet, par exemple, d'assurer la bonne réalisation des travaux. Ben voilà, ce document, il est nécessaire. Donc, il faut vraiment respecter les livrables qui ont été conventionnés et ne pas hésiter à revenir vers nous
pour vérifier quel livrable serait le plus opportun sur votre opération. N'oubliez pas qu'il faut expliquer de manière circonstanciée tous les écarts éventuels parce que cela permet non seulement de vérifier si votre opération a subi, par exemple, des aléas, des retards dans les travaux, des retards de livraison des équipements, que ce soit justifié, et aussi si jamais, en fait, finalement, vous avez atteint plus d'objectifs que ce que vous pensiez. Cela permet d'alimenter les indicateurs et de rendre compte après à la Commission européenne de l'action de ces fonds sur le territoire. Alors, le bilan d'exécution nous se présente ainsi. Donc, nous serons à l'étape 6 de l'avancée de votre remplissage au niveau du logiciel de votre demande de paiement. Donc, il faut nous indiquer la période d'exécution. La période d'exécution au niveau calendaire, le constat de réalisation. Alors, vous avez des bulles qui vous disent quoi? Décrire. Donc, décrire les actions réalisées sur le projet à ce jour. Est-ce qu'elles sont conformes donc, aux objectifs inscrits dans votre convention attributive, dans votre demande d'aide, en termes de calendrier? Donc, vous cochez, ce sont des coches obligatoires, oui ou non, en termes d'objectifs de réalisation, en termes de livrable. Vous expliquez vraiment les écarts, vous avez l'onglet pour ça, pour nous expliquer pourquoi il y a un écart ou qu'est-ce qui a été convenu, qu'est-ce qui a été réalisé au niveau de la convention. Notez également le bilan et également est-ce que vous avez le respect des obligations européennes au niveau de la publicité. Donc, c'est un point qui est indispensable et je vous rappelle que vous avez des informations sur notre site pour revoir ce point. Alors moi, je me permets vraiment d'insister sur l'explication des écarts éventuels, comme l'a précisé Sarah ou Naïma. C'est vraiment quelque chose qui est très attendu en cas de contrôle, en cas d'audit. Dès qu'on a des écarts entre ce qui était prévu au départ et ce qui a été effectivement réalisé, n'hésitez pas à l'expliquer de manière voilà, très objective. Ou voilà, également peut-être ajouter des annexes spécifiques pour expliquer que c'est des choses qui sont vraiment pris en compte. Alors, au niveau du bilan d'exécution, vous avez des petites bulles qui vous reprend les informations nécessaires au niveau des règles de la commande publique, au niveau des opérations soumises en matière d'aide d'État et également au niveau de la réglementation. Donc, de manière également à indiquer si votre action ou pas respecte bien les principes horizontaux. Donc, vous avez une petite bulle pour nous indiquer en quoi. Voilà, donc effectivement, ces éléments sur les principes horizontaux, c'est également des données qui sont bien prises en compte en cas d'audit, en cas de contrôle. Effectivement, vous aviez annoncé au moment de l'instruction, du dépôt du dossier, comment votre opération et comment votre structure s'inscrivait dans ces principes horizontaux, égalité homme-femme, non-respect, non-discrimination, développement durable. Donc voilà, n'hésitez pas au moment de l'exécution à dire est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport au respect de ces principes horizontaux. Alors, nous arrivons enfin de votre demande de paiement. Donc, vous pouvez y citer les pièces justificatives qui sont nécessaires à l'instruction. Donc, vous pouvez appuyer sur la petite bulle là, pour ajouter une pièce justificative. Faites quand même attention à la capacité des pièces que vous allez pouvoir mettre dessus. Vous avez également la possibilité de nous faire des commentaires qui sont divers au niveau de votre projet. Donc, vraiment le moment de nous dire est-ce qu'il y a un décalage, comment l'opération s'est passée. Alors, à ce niveau-là, vous avez alors l'attestation bénéficiaire, donc l'attestation sous l'honneur que l'exactitude des pièces justificatives sont adressées en conséquence, et ne pas être en situation de conflit d'intérêt pour cette opération. Après, nous vous invitons à imprimer l'attestation du bénéficiaire et à la signer. Et vous allez devoir nous la réintégrer dans le logiciel, donc la joindre, le document signé et attesté qui dit que votre opération est menée à terme. Alors, comme le disait Naïma,
Le poids maximal des documents à joindre est assez limité. On sait que parfois, les pièces sont très lourdes. Ce que nous vous recommandons de faire, c'est mettre toutes les pièces les plus essentielles en premier téléchargement. Bien sûr, ne pas hésiter après, derrière, à nous recontacter pour un envoi, un WeTransfer ou autre, pour des pièces beaucoup plus lourdes. Pour rappel, donc, tant qu'on est sur les téléchargements et cette demande d'aide, il est rappelé en fait que l'Europe s'inscrit dans une démarche de full dématérialisation de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'auparavant, vous ne saisissiez pas forcément vos demandes de paiement dans l'outil. Aujourd'hui, et compte tenu de la situation que vous connaissez pour certains, cette full dématérialisation nous permet de récupérer pas mal de fichiers qu'on avait pu notamment ne plus avoir accès à cause de la cyberattaque. Donc aujourd'hui, passer par cette étape d'inscrire votre demande de paiement permet non seulement de faciliter les contrôles des équipes au regard de vos différentes demandes et d'acompte et de demandes de solde, mais également de sécuriser la démarche entre ce que vous auriez préalablement demandé et après ce qui aura été contrôlé par la suite. Donc vraiment, nous vous recommandons de vous appuyer sur les différentes bulles qui vous permettent d'avoir un espèce de tutorat, de télécharger le plus de pièces possible sur cela, mais de ne pas hésiter à revenir vers nous pour nous demander, par exemple, si c'est possible, un envoi de pièces complémentaires. Et vraiment, nous insistons sur le fait que les pièces qui sont obligatoirement demandées, de les télécharger en principal, de ne pas oublier d'imprimer vos attestations et bien sûr de nous les renvoyer signés, de les retélécharger sur le site pour nous les remettre signés. Alors, ce document que vous avez téléchargé, c'est ce qu'on appelait en début de présentation la lettre d'engagement. Donc, c'est vraiment un document qui est à remettre sur le site et à ne pas nous envoyer par le biais de l'envoi postal. Oui, effectivement, il y a une petite coquille qui s'est glissée dans l'outil. Tous les documents transitent directement par e-Synergie, donc il n'y a pas d'envoi papier à faire en plus à côté. C'est vraiment le seul moyen de réception des demandes de paiement et de l'ensemble des pièces justificatives. Voilà, donc une fois que vous avez validé votre demande de paiement, rattaché toutes les pièces, vous recevez un accusé de réception de dépôt de votre demande par mail. Donc, et après, éventuellement, le contrôleur, dans le cadre de son contrôle, sera susceptible de revenir vers vous pour vous demander des éléments complémentaires. Donc, toujours avec la possibilité de transmettre ces éléments complémentaires via le formulaire de demande de paiement dans la partie communication. Donc, c'est vraiment la partie communication avec votre instructeur ou votre contrôleur. Et donc, voilà, vous retournez sur le suivi de votre demande de paiement, et là, vous avez la demande de paiement qui a été envoyée. Si vous avez des questions techniques qui concernent l'utilisation d'e-Synergie, des codes d'accès et autres, donc vous avez une adresse email qui est référent au pluriel synergie@regionguadeloupe.fr. Si c'est vraiment des questions d'assistance opérationnelle qui sont liées à la comptabilité d'une dépense, un justificatif qui n'est pas forcément bien compris, pareil, vous avez projet au pluriel -feder-fse regionguadeloupe.fr. N'oubliez pas à chaque fois de joindre le GP de l'opération de manière à ce qu'on puisse vous apporter l'ensemble des éléments de réponse. Et pareil, sur la question utilisation de e-Synergie, toujours donner le SIRET correspondant à l'entreprise. Alors, justement, pour continuer sur l'utilisation e-Synergie, avant d'attaquer les questions, on va dire, dites opérationnelles, nous allons faire intervenir notre collaboratrice qui est référente notamment sur l'utilisation de Synergie. En fait, il y a eu plusieurs questions en la matière et il faut savoir qu'il y a un compte e-Synergie par structure. Donc, vous êtes PCI, un compte Synergie pour le PCI. Vous êtes entreprise, un compte pour l'entreprise.
vous êtes une autre structure publique comme par exemple une commune, un compte, d'accord? Un compte e-Synergie géré par un gestionnaire. Le gestionnaire, il est désigné par le représentant de sa structure et avec le numéro SIRET ainsi que le CABIS, voire d'autres informations qui permettent d'identifier ce compte, pourra avoir accès à toutes les données qui transitent sur e-Synergie. Cette personne gestionnaire peut après donner des droits à d'autres utilisateurs. Et donc, je laisse ma collaboratrice, Madame Rabin, vous faire le relais sur cette information. Oscar Mel, tu nous entends? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Mais Sarah a très bien expliqué concernant la gestion du compte utilisateur e-Synergie. Alors, effectivement, le compte est rattaché à un numéro de SIRET et la première adresse email qui crée le compte, donc qui dépose la demande de subvention, sera automatiquement nommée gestionnaire du compte. Alors, il se peut qu'entre-temps, dans les grosses organisations, le gestionnaire ne fasse plus partie de la société et que un autre utilisateur souhaite reprendre le compte et crée un nouveau compte e-Synergie. Cependant, le deuxième compte ne sera pas créé. Donc, lorsque vous ne recevez pas le lien de création d'email rattaché au compte, c'est qu'il y a certainement un gestionnaire existant pour le numéro de SIRET indiqué. Donc, à ce moment-là, vous pouvez envoyer un email à l'adresse référent.synergie@regionguadeloupe.fr en indiquant le numéro de SIRET qui est rattaché à l'entreprise afin que de notre côté, nous fassions la vérification du gestionnaire qui est rattaché au compte et éventuellement en nommer un nouveau. En ce qui concerne les utilisateurs, seul le gestionnaire du compte est habilité à créer les nouveaux comptes utilisateurs. Donc, nous, au niveau des référents, nous ne sommes pas en mesure de créer d'autres comptes utilisateurs pour vous. C'est vraiment vous, en tant que porteur de projet, qui donnez la main sur le compte de la société. Exactement. Excuse-moi, Carmel, sans te couper, et pour les précédents gestionnaires qui sont par exemple partis à la retraite ou absents, le représentant de la structure peut écrire à référent.synergie@regionguadeloupe en nous mettant en copie afin de solliciter l'attribution du gestionnaire à une nouvelle personne. Un nouveau compte gestionnaire. Voilà, exactement. Donc, pour les comptes utilisateurs, les différents comptes utilisateurs sont créés par le gestionnaire et chaque utilisateur aura accès aux informations liées au dossier qu'il aura déposé. Donc, aux demandes de subvention qu'il aura déposées. Vous pouvez avoir une société avec plusieurs services et donc plusieurs demandes d'aide. Les utilisateurs auront un compte rattaché aux demandes qu'ils auront saisies pour en faire et la demande de subvention et la demande de paiement. Seul le gestionnaire a accès à l'ensemble des dossiers qui sont déposés. Il peut suivre les différentes demandes et leur état sur le tableau de bord. Rose Carmel, pourrais-tu repréciser, s'il te plaît, l'utilisation de quel navigateur? Parce qu'on a eu la question également. Oui, j'ai vu la question. Ouais. Alors, concernant idéalement, les navigateurs Mozilla, Firefox et Google Chrome sont recommandés à partir d'un ordinateur. On évite l'utilisation des navigateurs sur le téléphone portable qui peut mettre en défaut le système d'information. Il y a une question concernant le Microsoft Edge. Alors, Microsoft Edge peut également être utilisé, même s'il n'est pas forcément recommandé, sous réserve que le navigateur soit régulièrement mis à jour. Parce qu'il faut savoir que le système d'information Synergie fait des mises en production de nouvelles versions assez régulièrement. Il peut y en avoir 3 à 4 dans le même mois. Et les navigateurs, lorsque les données en cache ne sont pas supprimées ou réactualisées, les navigateurs restent sur les anciennes versions du logiciel. Donc, comme on sait que Mozilla, Firefox et Google Chrome font ces mises à jour automatiquement, c'est pour ça que ce sont les 2 navigateurs qui sont recommandés. Sur Microsoft Edge, il faudra simplement vous assurer que vous avez fait les mises à jour de votre navigateur et que vous êtes sur la dernière version du logiciel Synergie.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, Rose Carmel. Je t'en prie. Je crois qu'il y avait une autre question concernant le système d'information. Créer un compte par… Alors, il n'y a pas un compte par dossier. Ouais. Il y a un compte par numéro de SIRET. Et il peut y avoir un utilisateur par dossier, même si ce n'est pas forcément recommandé. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions techniques? Alors, je propose qu'on poursuive sur voilà, les questions qui ont été posées par l'intermédiaire du chat. Alors, on va les prendre une par une dès lors que… Alors, oui, donc le webinaire sera enregistré, sera mis à disposition sur le site Europe en Guadeloupe. Est-ce que les factures acquittées par le fournisseur suffisent à justifier de l'acquittement? Ben non. Le mode d'acquittement, c'est soit un relevé bancaire, soit un expert comptable, soit le CAC, soit un comptable public. Il n'y a que lui qui peut acquitter de ces dépenses-là. En seuil de mise en concurrence, Madame Romana, donc là, je vous invite à voir la présentation qui a été faite sur la commande publique, où on a reprécisé tous les seuils de mise en concurrence. Concernant les demandes de paiement qui ont été faites au 31 décembre 2022, non, et transmises par voie postale ou par mail, vous n'avez pas à les ressaisir. Donc là, c'est vraiment à compter de début mai que les demandes de paiement doivent être saisies sur e-Synergie, mais on ne va pas vous redemander de tout ressaisir. Et pour précision, nous sommes dans un travail de rattrapage et d'optimisation de la gestion de la clôture. Donc, effectivement, nous avons encore des demandes qui sont saisies au fil de l'eau par nos équipes. Elles sont fortement mobilisées en ce moment sur ce sujet. Et voilà, nous allons essayer de faire cette clôture dans les bonnes dispositions. Nous avons d'ailleurs commencé à consolider nos équipes également, à renforcer nos équipes en la matière. Donc voilà, tout cela sera fait au fil de l'eau. Nous reviendrons bien sûr vers vous en cas de questions sur les documents à fournir de manière complémentaire. Alors, Madame Blandine Dédès, est-ce que vous pourriez repréciser votre question sur les frais généraux? Est-ce que vous parlez des OCS ou plutôt des frais généraux affiliés à l'opération, c'est-à-dire les 10% que l'on calcule sur le coût total de l'opération? Les 10%. Alors, quand vous faites normalement votre justification de dépenses, en fait, les frais généraux, comme c'est un calcul qui se fait de manière automatique, vous les verrez apparaître. Alors, ce n'est pas sur toutes les opérations qu'on les a. Ce que je vous invite à faire, c'est m'envoyer un mail pour me repréciser quel est l'objet de l'opération et sur laquelle, pour qu'on puisse en discuter. Voilà, vérifier par rapport au plan de financement tel qu'il a été conventionné. Exactement. Alors, les deux tableaux, l'ensemble des pièces justificatives qu'on a vues, c'était la première slide sur les pièces qui étaient attendues. Donc, le tableau récapitulatif des dépenses, le tableau récapitulatif des ressources, les annexes, ne sont pas disponibles sur e-Synergie. Par contre, vous les avez en lien directement sur Europe en Guadeloupe. Donc, en fait, vous allez retrouver dans le PowerPoint, en cliquant sur le lien, ça va vous renvoyer automatiquement vers les modèles types à utiliser sur le site Europe en Guadeloupe. Alors, question de Ludovic, dans le cadre d'un marché de travaux avec plusieurs factures, peut-on compléter la section des dépenses réalisées avec les états d'acompte? Ludovic, on va revenir vers toi par rapport à cette question-là, parce qu'on n'a pas la réponse là immédiatement. Alors, à la question, la mise en place de la plateforme en ligne signifie que nous ne pouvons plus transmettre de demandes de paiement par mail? Non, parce qu'en fait, la plateforme nous permet de réceptionner directement votre demande de paiement. Donc, vous n'avez plus l'envoi à faire par mail automatiquement.
Sachant, pour ajouter que en fait, c'est une saisie qui se fera et qui permettra de ne pas multiplier le travail finalement, puisque sur la base de cette saisie, les contrôleurs pourront certifier les dépenses. Donc, ça va permettre de gagner aussi du temps. Et vraiment, comme je l'ai indiqué plus tôt, on s'oriente vers une démarche de dématérialisation complète. Et ça, c'est une recommandation de l'Union européenne. Donc voilà, il y a pas mal de régions qui le font déjà. Et nous, du coup, on commence à s'inscrire pour qu'après, pour la nouvelle programmation, on puisse enchaîner sur cela. Voilà. Je me permets de rebondir sur ce que Sarah dit. Effectivement, aujourd'hui, les demandes de paiement sont dématérialisées pour l'ancienne programmation 2014-2020. Mais à partir de la nouvelle programmation 2021-2027, les demandes de subvention et les demandes de paiement seront complètement dématérialisées. Donc, il faudra passer par la plateforme Synergie pour faire vos demandes. L'avantage de la dématérialisation, c'est qu'avec la plateforme, vous avez un accès autonome à votre compte et sur le suivi de votre dossier. Toutes les pièces sont rassemblées dans un même lieu, dans un même endroit, et sont accessibles directement à distance. Donc, c'est aussi l'avantage de la dématérialisation. Cela évite que vous ayez à vous rapprocher du service instructeur pour vous assurer du suivi de votre dossier. Donc là, vraiment, la dématérialisation de la demande de paiement, c'est une prise d'avance sur les prochaines demandes de subvention sur la nouvelle programmation. Merci. Alors, question suivante de Madame Petit-Lebrun. Devons-nous indiquer l'acompte éventuellement perçu par l'ancien opérateur bénéficiaire initial de la subvention? Oui. Oui, vous devez. Vous devez préciser l'acompte éventuellement perçu, parce que c'est des ressources qui sont liées à l'opération en tant que telle. Donc, sachant que vous reprenez l'opération, donc effectivement, il va falloir s'assurer que l'ancien bénéficiaire a réellement perçu, de manière, comme on le précisait tout à l'heure, à la fin, au solde de l'opération, d'éviter tout surfinancement. Alors, Sylvina González-Rizzo qui demande une précision sur les indicateurs. Donc, les indicateurs, c'est la base d'un programme européen. Les politiques publiques qui sont mises en place sur le territoire sont évaluées par rapport à des indicateurs de résultats et de réalisation, donc avec des cibles à atteindre, voilà, sur tous les 3 ans. Donc, l'opération contribue à la consolidation de l'ensemble des indicateurs qui sont définis au niveau du programme. Donc, c'est vraiment une question qui est essentielle de suivi de ces indicateurs. Une question sur les bilans déjà saisis dans ma démarche FSE. Donc, il faut bien distinguer les deux outils. On a 2 outils différents. On a ma démarche FSE qui est utilisée par les services de l'État au titre de leur enveloppe FSE. Donc, ça, c'est un outil propre à l'État. Et nous, autorité de gestion régionale, nous avons e-Synergie. Donc, en fait, vous n'avez pas à dupliquer. Voilà, les bilans que vous avez saisis sur ma démarche FSE, c'est lié à des opérations FSE État et non des éléments FSE région. Alors, concernant la question sur les apports en nature, est-ce que pour une entité publique, il faut saisir les dépenses? En fait, je vous dirais qu'il faut saisir toutes les dépenses qui ont été indiquées dans votre plan de financement. Les apports en nature sont censés être équilibrés en dépenses et en ressources. Donc, il faut justifier de tout ce qu'on a indiqué dans le plan de financement. L'apport en nature, notamment pour une entité publique, ça dépend en fait du type d'apport en nature. Ça peut être une mise à disposition d'une salle blanche, par exemple, pour des essais de recherche. Ça peut être une convention de mise à disposition, après en termes de justificatif. Donc, effectivement, il faut saisir et en dépenses et en ressources parce que, voilà, c'est la réglementation. Et du coup, non, ça ne risque pas de fausser le calcul car c'est équilibré, c'est censé être équilibré en dépenses et en ressources. Alors, sur la question suivante de Mme Ramassani, sur la date limite d'éligibilité des dépenses pour le REACT-EU, c'est un complément au programme actuel.
2014-2020, il n'y a pas d'exception de date d'éligibilité par rapport à ces dépenses-là. Donc moi, je vous renvoie vraiment à l'article 2 de la Convention qui fixe vos délais de réalisation de l'opération. Et ça, c'est quel que soit le fonds. Donc la date limite de remontée de dépenses, c'est bien souvent 2 mois à compter de la fin de réalisation de l'opération, de la fin d'exécution de l'opération. Alors, il y a Rose Carmel, je ne sais pas si tu es encore présente, il y a juste une petite question sur l'utilisateur a-t-il les mêmes droits qu'un gestionnaire? Oui, je suis là. Alors, non, l'utilisateur n'a pas les mêmes droits que le gestionnaire. Le gestionnaire est vraiment la personne qui centralise toutes les informations liées au compte. Donc, il voit toutes les demandes de subvention et toutes les demandes de paiement. L'utilisateur, lui, ne peut voir que les demandes que lui aura créées et les suit. Merci, Rose. Donc, j'ai une question concernant est-ce que le mail du gestionnaire peut être un mail générique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est même recommandé. Alors, il faudra bien faire la différence entre l'adresse email de contact qui permet d'envoyer des notifications à l'entreprise. Donc là, on recommande une adresse générique et le login de connexion qui est en règle générale l'adresse email de l'utilisateur. Ce ne sont pas du tout les mêmes adresses. Donc, vous pouvez très bien mettre une adresse générique en tant que gestionnaire et pour les utilisateurs, on vous demandera une adresse nominative ou en tout cas différente du login du gestionnaire. Merci, Rose. Alors, il y a une question sur le formulaire de la lettre d'engagement, à savoir s'il est disponible sur le site. Alors, la lettre d'engagement, c'est le document qui sera généré en fin de saisie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout saisi, le logiciel va vous générer un document qui s'appelle la lettre d'engagement et c'est le document que vous devez télécharger, signer et réinfecter dans le logiciel pour nous dire que vous avez bien pris engagement de vos déclarations au niveau de votre opération de la demande de paiement. Alors, question de Prospective Europe, stratégie DGA. Donc, la question a peut-être été soulevée, mais si les engagements interviennent pendant la temporalité de la convention, peut-on procéder au paiement jusqu'au 31 décembre 2023? Et non, les engagements interviennent pendant la temporalité de la convention. Donc, on est vraiment sur la période d'éligibilité temporelle des dépenses qui sont prévues à la convention. Donc, si la période de réalisation va jusqu'au 31 décembre 2023, ben oui, le bénéficiaire aura jusqu'au 31 décembre 2023 pour payer et acquitter ses dépenses. Alors, si pour les bénéficiaires qui ont des conventions qui sont jusqu'au 31 décembre 2023, vous aurez jusqu'à 2 mois pour transmettre votre demande de solde de l'opération. Donc, pour ceux qui sont en deçà du 31 décembre 2023 et qu'effectivement, il y aurait besoin de prolonger de manière très, très courte pour couvrir une dépense, pour couvrir l'acquittement d'une dépense, là, ce sera vraiment à traiter au cas par cas en fonction de l'opération et de l'opérateur qui l'avait en œuvre. On est vraiment dans un mode clôture du programme. Nous vous invitons vraiment à nous transférer dès que vous avez la possibilité des livrables là, qui sont attendus, car c'est vrai que tout le monde va envoyer des éléments en même temps et nous, au niveau de la charge de travail, il faudra qu'on absorbe tout ce flux à venir. Voilà. Alors, sur la notion de livrable, donc là, il y a une question qui est posée sur qu'est-ce qu'on entend par des livrables. Les livrables, c'est l'objet même de l'opération qui est financée par du FEDER ou du FSE. Ça va être la construction d'un bâtiment, ça va être une étude spécifique sur un programme d'investissement, ça va être des panneaux photovoltaïques, ça va être voilà, des aménagements d'un local commercial. Donc, c'est vraiment ça, en fait, les livrables de l'opération. Alors, la demande de paiement s'effectue. Alors, la deuxième question, c'est la demande de paiement s'effectue bien des réceptions de la convention. Alors là, j'ai envie de dire oui, c'est-à-dire que dès lors que vous avez démarré votre opération, que vous avez déposé votre dossier, bien démarré, dépensé l'opération, c'est-à-dire qu'au moment où on vous envoie la convention, vous êtes en capacité de transmettre via e-Synergie la demande de paiement correspondante. Alors, le délai d'envoi de la convention après CRUP, il est généralement d'une dizaine de jours. Mais rien ne vous empêche de préparer d'ores et déjà votre demande de paiement. Voilà la question de Madame Dédès. Donc, Bruxelles a indiqué reporter la clôture des projets à fin 2024.
Alors là, un point de vigilance, hein, c'est-à-dire que la date d'éligibilité du programme s'arrête au 31 décembre 2023. Ça, la Commission européenne n'a pas bougé cette date de fin du programme. Par contre, elle nous donne un délai d'1 an supplémentaire pour pouvoir certifier l'ensemble des dépenses qui nous sont présentées. Jusqu'à maintenant, on avait jusqu'à juillet 2024 pour pouvoir certifier l'ensemble des dépenses. Là, on a jusqu'à juillet 2025 pour pouvoir le faire. Donc, pour compléter ce que M. Blaiseau indique, la date que vous, porteurs de projet et surtout bénéficiaires de subventions européennes, la date que vous devez retenir, c'est le 31 décembre 2023, dernier CARA, sachant que nous, après, côté autorité de gestion, c'est à nous, en fait, qui nous est accordé ce petit délai pour pouvoir certifier vos dépenses. Alors, voilà, pour répondre à la mise en place, donc la mise en place de la plateforme signifie que nous ne pouvons plus transmettre de demandes de paiement par mail. Mais non, voilà. On n'a qu'un seul canal de réception des demandes de paiement qui est e-Synergie. Y a-t-il un montant minimum de dépenses à réaliser avant d'effectuer la demande de paiement? Donc oui, c'est 15% du coût total de l'opération qui doit être réalisé pour effectuer une première demande de paiement. Alors, question de M. Lafont, peut-on renseigner au fil de l'eau les éléments demandés, pièces de marché, justificatifs divers, des factures acquittées, et valider au moment opportun la demande de paiement, où tout doit être fait d'une traite dans un délai contraint? Alors non, Julien, tu peux saisir au fur et à mesure l'ensemble des éléments, rattacher ce que tu peux rattacher, et effectivement, dès lors que la demande de paiement est la plus aboutie possible, là, c'est à ce moment-là que tu pourras valider ta demande de paiement. Alors, Rose-Carmel, ouais, tu peux… J'étais en train de répondre justement dans le Voilà, chat à la question. En mode brouillon. Oui, alors vous avez la possibilité d'enregistrer votre brouillon. C'est d'ailleurs ce qui vous est recommandé, sachant que le délai d'inutilisation de la plateforme est de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes où vous n'avez cliqué sur rien du tout et que la page n'a pas été rafraîchie, l'ensemble des données est effacé. Donc, on vous invite vraiment, lorsque vous changez d'onglet, de cliquer sur « Enregistrer » pour que toutes les données que vous avez saisies soient régulièrement enregistrées dans le brouillon. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est de compléter votre demande au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de tout saisir le même jour. Vous complétez votre demande au fur et à mesure, vous chargez les pièces et lorsque la demande est complète, vous avez toujours la possibilité de vérifier avec l'instructeur en charge du dossier que toutes les pièces correspondent à ce qui est exigé. Et avant de transmettre, vous faites la vérification, ensuite vous envoyez. Mais à n'importe quel moment, vous avez la possibilité de revenir sur votre brouillon. Les données sont stockées. Merci, Rose. Alors, question de Mme Laviolette sur les pièces qui sont transmises à la demande de subvention. Elles ne sont pas reportées automatiquement à la demande de paiement. Donc, notamment si les pièces de la commande publique ont été transmises à l'instruction, là, vous précisez dans votre formulaire de demande de paiement que les pièces de la commande publique ont d'ores et déjà été transmises au moment de l'instruction. Par contre, s'il y a de nouvelles pièces, je ne sais pas moi, des marchés qui n'étaient pas encore passés, il y a eu des avenants de prolongation, des ordres de service supplémentaires, là, vous rajoutez que les nouvelles pièces qui n'avaient pas été transmises initialement à l'instruction. Et pour la date de la facture, il faut indiquer la date de la facture de l'entreprise et pas celle de la réception via Chorus. Alors, en quoi consiste ce fichier qui se trouve au point 5 ressources? Alors, le projet générateur de recettes, donc là, c'est vraiment au cas par cas. Il y a très peu d'opérations qui sont génératrices de recettes. Donc, effectivement, quand on a une opération qui est fléchée avec des recettes éventuelles sur l'opération, il y a tout un formulaire à remplir pour s'assurer que les recettes perçues ne outrepassent pas en fait, le coût total de l'opération. Donc là, on est vraiment dans des cas particuliers sur très peu d'opérations. Alors, Madame Bretonnet, donc e-Synergie, oui, sera utilisée pour le dépôt des dossiers de demande de subvention et de paiement sur la période 2021-2027. La Rose Carmel avait déjà répondu. Merci.
Alors, lorsqu'il y a beaucoup de pièces pour les dépenses, hein, doit-on ajouter autant de lignes ou faire plusieurs onglets? Non, vous rajoutez tout sur un seul et même tableau. Le tableau récapitulatif des dépenses, c'est une ligne par dépense présentée. Donc, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Je vais balayer le tout. Tac, tac, tac. Hop. Alors, globalement, donc, il n'y a pas d'autres questions. Nous vous invitons tous, chacun, à vous rapprocher de votre instructeur hein, pour répondre à des questions voilà, très précises qui sont posées, sur lesquelles nous n'avons pas forcément pu amener de réponses. Donc, en tout cas, un grand merci à tous pour votre participation à cette session d'information sur l'utilisation d'e-Synergie demande de paiement. N'hésitez pas à revenir vers nous pour la moindre difficulté. Nous, ça contribue également à améliorer nos pratiques et nos procédures internes de gestion des demandes de paiement. Pour information complémentaire et pour pouvoir faire le suivi en fait, de notamment des prochains webinaires qu'on pourrait être amené à faire ou également transfert de documents d'information de notre part, merci s'il vous plaît d'indiquer vos coordonnées, nom, prénom, structure et numéro de téléphone afin qu'on puisse email, afin de vous faire suivre notamment dans notre mail list les prochains webinaires, les informations telles que, par exemple, la transmission du domo, etc. etc. Ouais, juste une petite précision, on a une question pertinente de dernière minute. Pour les projets dont l'exécution n'a pas atteint 100%, pouvons-nous produire des rapports finaux d'exécution au prorata des dépenses réalisées ou est-ce qu'il y a un minimum d'exécution requis? Donc là, on va entrer dans la notion de phase fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, si l'opération n'a pas eu lieu à 100%, vous ne présentez que les dépenses qui sont qui ont été réellement réalisées sur l'opération et il se peut qu'on solde l'opération au prorata. Par contre, dans le cadre du contrôle de service fait, ce sera à nous, autorité de gestion, de s'assurer que les dépenses présentées correspondent bien à une phase fonctionnelle de l'opération d'investissement qui était envisagée. Donc là, ce sera vraiment à étudier au cas par cas. Samuel, je voulais juste apporter une dernière précision et insister. Pour les prises de contact et les questions techniques transmises à un référent.synergie, merci d'indiquer le numéro de SIRET de l'entreprise pour qu'on puisse vraiment retrouver le compte associé à la demande de subvention. Ou à minima, si vous l'avez déjà, le numéro de dossier, soit e-Synergie, soit le GP Synergie qui a été, sur lequel la demande est enregistrée. Et autre chose, tout au long de votre saisie, vous avez toujours la possibilité de nous contacter par email via l'onglet communication qui se trouve en haut à droite de la plateforme. Donc, lorsque vous enregistrez votre brouillon, vous verrez à côté des codifications, il y a un petit onglet communication. Cela vous permet de nous envoyer des questions, soit des questions techniques qui seront directement redirigées vers référent, soit des questions métiers qui seront redirigées vers l'adresse projet fédération. Voilà. Merci à tous. À très bientôt.